À l'une de l'actualité ce soir, le tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et son homologue coréenne Park Geun-hye. Ce mardi, à la Maison Bleue, le palais de la présidence de Corée, les deux chefs d'État ont ensuite pris part à un sommet élargi aux délégations ivoiriennes et coréennes. Du 14 au 15 octobre prochain, le gouvernement ivoirien sera en campagne à Houston aux États-Unis, une campagne de promotion d'un nouveau bloc pétrolier de son offshore ultra profond. Les enjeux de cet important rendez-vous ont été présentés au cours d'un point presse. L'enseignement supérieur et la formation en santé à l'ère du numérique. La question est au cœur d'un atelier sous-régional ici à Abidjan. La rencontre de 72 heures devrait permettre de jeter les bases d'une véritable politique sous-régionale de pédagogie numérique. Et puis, à l'étranger, le président kenyan Uhuru Kenyatta est en route pour la Cour pénale internationale à La Haye. Il entend répondre à la convocation de la CPI pour une audience sur un éventuel nouveau report de son procès pour crime contre l'humanité. Voilà pour les titres, 20h à Abidjan, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, le tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et son homologue coréenne Park Geun-hye. Ce mardi, à la Maison Bleue, le palais de la présidence de Corée, les deux chefs d'État ont ensuite pris part à un sommet élargi aux délégations ivoiriennes et coréennes, occasion pour le président Ouattara d'indiquer que la Côte d'Ivoire est très fière d'être le premier pays de l'Afrique francophone à avoir établi, depuis le 23 juillet 1961, des relations diplomatiques avec la Corée grâce à la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Le point de cet entretien de haut niveau avec notre envoyé spécial à Séoul, Habiba Dambélé-Sawé. Le président Alassane Ouattara a été accueilli par la présidente coréenne Park Geun-hye, qui l'a ensuite invité à signer le livre d'or, marquant son passage à la Maison Bleue. Ensuite, les deux personnalités ont eu un entretien pour évoquer des questions d'intérêt commun et la grande amitié qui lie les deux pays depuis 1961, date de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Ce qui a fait dire au président Alassane Ouattara, au cours de la rencontre élargie aux membres de sa délégation, que le président Félix Houphouët-Boigny, initiateur de cette amitié, était un visionnaire. La Côte d'Ivoire étant le premier pays africain à avoir établi, juste après les indépendances, des relations diplomatiques avec la Corée. La présidente coréenne a estimé que cette visite avait une signification toute particulière pour les mêmes raisons. Madame Park Geun-hye a affirmé que la visite du président Alassane Ouattara allait contribuer à renforcer davantage la coopération entre les deux États. Et pour aller dans ce sens, 4 accords de coopération ont été signés. Un accord cadre de coopération en matière d'aide au développement entre la République de Corée et la République de Côte d'Ivoire. Un mémorandum d'entente portant sur le projet du Centre national de radiothérapie et d'oncologie. Un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de santé et un mémorandum de coopération économique entre les ministères coréens et ivoiriens du commerce. Un déjeuner officiel a été offert à l'hôte de marque de la République de Corée, déjeuner au cours duquel la présidente coréenne a une fois encore magnifié l'amitié qui lie les deux pays depuis plus de 50 ans. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, à Kouaba, le président Alassane Ouattara entretient un lien privilégié avec la Corée. Lors de la crise financière de la Corée, il s'est profondément engagé dans les négociations en qualité de directeur général adjoint du FMI. Et aujourd'hui, on m'a dit qu'il évoquait fréquemment la Corée comme un pays modèle de développement économique à suivre par la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, vous avez tissé des liens d'amitié particuliers avec des ressortissants coréens comme M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, et M. Trianzi, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, dans le processus de l'élection présidentielle démocratique en 2010, à travers laquelle vous êtes élu président de la République. Ces liens solides d'amitié personnelle entretenus et renforcés jusqu'à aujourd'hui contribuent à approfondir l'amitié entre nos deux pays. Le président Alassane Ouattara a remercié son homologue coréenne et dit sa fierté d'être dans le premier cercle des amis de la Corée, la 13e puissance économique mondiale, un exemple dont la Côte d'Ivoire voudrait s'inspirer. Madame la Présidente, en répondant à votre aimable invitation, je suis venu vous réaffirmer la solidité des liens d'amitié qui unissent nos deux pays
et vous assurer de ma disponibilité à consolider avec vous les acquis de notre coopération bilatérale et à ouvrir de nouvelles perspectives pour nos deux pays. Il s'agira aussi pour mon gouvernement de s'inspirer du modèle coréen, de son progrès spectaculaire, du génie, de l'ardeur au travail et du savoir-faire de son peuple. En effet, l'évolution récente de la République de Corée montre que votre pays a su asseoir son développement sur 3 axes majeurs, à savoir la substitution aux importations, le développement extraverti basé sur l'export des exportations et la mise en place d'industries lourdes. En outre, le développement de la République de Corée repose sur une économie de marché, une bonne gouvernance, une politique de formation des ressources humaines de qualité, une compétitivité de ses entreprises, la discipline et le sens du travail du peuple coréen. J'ai eu moi-même le privilège de me rendre compte de la croissance fulgurante de la République de Corée lorsque j'occupais les fonctions de directeur général adjoint au Fonds monétaire international. J'avais foi en l'avenir de votre pays, malgré la grave crise qui l'a frappé. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que je ne m'étais pas trompé. Avant sa visite à la Maison Bleue, le président Alassane Ouattara a sacrifié à la tradition en se rendant au cimetière d'Ongjandong pour déposer une gerbe de fleurs à la mémoire des soldats disparus pendant la guerre de Corée en 1950. Il s'appelle Young Jin Choi, il est originaire de la Corée. Sur place à Séoul, l'ex-représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a été reçu en audience par le président Ouattara. L'homme avait certifié l'élection présidentielle ivoirienne le 3 décembre 2010, souvenez-vous. Aujourd'hui, il enseigne et se consacre à l'écriture. On retrouve Abiba Dambélé-Saoué. Young Ji Choi, un homme courageux et impartial qui est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire lorsque le 3 décembre 2010, il a procédé à la certification de la victoire à l'élection présidentielle du président Alassane Ouattara avec 54,10% des suffrages. Selon le mandat confié à l'ONU par les forces politiques ivoiriennes lors des accords de Pretoria en 2005. Cet homme exceptionnel a été reçu par le président Alassane Ouattara. Il a déclaré qu'il est et demeure un Ivoirien de cœur. Moi, je reste toujours un Ivoirien. Une fois Ivoirien, toujours Ivoirien. Mais rétrospectivement, quand je regarde mes passés, les 4 années que j'ai passées avec vous, les Ivoiriens à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'était les plus significatifs. J'étais l'ambassadeur à Washington, à New York, à Vienne, mais il n'y a pas de comparaison. Il y avait des moments pas faciles, mais regardant le passé, tous les moments étaient significatifs, étaient le meilleur moment pour moi. Monsieur Choi, pensez-vous avoir amené la paix en Côte d'Ivoire? Non, président a amené, on est là-bas pour lui servir. Non, président, avec le peuple ivoirien, a amené la paix, on était là pour assister. C'était le motto pour moi et l'on aussi, on est là pour assister le peuple ivoirien. Si le peuple ivoirien ne marche pas, on ne peut pas marcher. Donc je dis encore une fois, c'est le président avec le peuple ivoirien qui ont amené la paix. Nous n'avons qu'à assister au processus. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites un regard rétrospectif, si c'était à refaire, est-ce que vous le refaites? Oui, tous les moments. Surtout les 4 mois, le président était à l'hôtel Golf. C'était le moment difficile, mais le plus meaningful. C'était significatif. On refera tous les moments. Maintenant que vous êtes rentré en Corée, quelles sont vos activités? J'enseigne, et j'écris des livres et je joue au golf, mes 3 passions. Et sur la Côte d'Ivoire aussi? Je pense à ça, mais j'écris sur les civilisations maintenant. Le président Alassane Ouattara a rendu hommage à cet homme de conviction. C'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve M. Choi. Ce matin, quand Mme la Présidente Park m'a reçu, nous avons longuement parlé de M. Choi. J'ai indiqué à Mme la Présidente que nous avons été impressionnés par son courage,
par son honnêteté. Parce que, comme il l'a dit, il n'a fait que dire ce que le peuple ivoirien avait décidé. Et il a été menacé de mort. Mais malgré cela, il a tenu bon. Et ceci a permis à la Côte d'Ivoire de sortir de cette crise. Et donc, je tenais à le rencontrer ce soir pour lui témoigner la gratitude des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, maintenant, est en paix, elle est en sécurité, elle est en marche, elle est au travail et travaille vers la prospérité. En tout cas, merci beaucoup, M. Choi. Merci pour votre contribution. Un homme qui, de par ses actions, a su rapprocher davantage la Côte d'Ivoire et la Corée, qui sont devenus des amis intimes, selon l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan avec cette journée riche en audience. Hier à l'hémicycle, 6 ambassadeurs ont été reçus tour à tour au cabinet du président de l'Assemblée nationale, le nonce apostolique, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de l'Inde, l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de la France. Des rencontres sur fond de réconciliation dans le pays et de coopération. Hamza Diaby. C'est un début de semaine chargé pour Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale a accordé une série d'audiences à plusieurs ambassadeurs ce lundi. Le premier à être reçu, Monseigneur Joseph Spiteri, le nonce apostolique. Nous avons parlé de l'Assemblée, bien sûr, de la seconde session et l'engagement même de l'Assemblée dans le développement du pays et dans le processus de réconciliation, que c'est très très important. À la suite du nonce apostolique, se sont succédés l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria, au Bénin et près la CEDEAO, des ambassadeurs du Canada, de la République de l'Inde, des États-Unis d'Amérique et de la France. Ce dernier a évoqué avec Guillaume Soro l'arrivée prochaine en Côte d'Ivoire du président du Parlement français. Nous avons bien entendu parler du programme qui sera riche et très intéressant, mais aussi, donc, comme je le disais, des thèmes qui seront abordés. Politique, bien entendu, au premier chef, la coopération aussi entre les deux institutions, mais aussi parler d'économie, parler de la sécurité régionale dans le Golfe. Voilà, donc nous nous réjouissons à l'avance de la richesse de cette visite. La visite de Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale de la République de France, est prévue du 23 au 26 octobre prochain. Du 14 au 15 octobre prochain, le gouvernement ivoirien sera en campagne à Houston, aux États-Unis, une campagne de promotion des nouveaux blocs pétroliers de son offshore ultra profond pour situer les enjeux de cet important rendez-vous avec les grands groupes pétroliers. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie a animé un point de presse aujourd'hui au plateau, vous le voyez sur ces images. Vous aurez les détails avec Mahamadou Traoré et Noël Gnagno dans nos prochaines éditions. Le Conseil des ministres extraordinaire vendredi dernier a accouché de plusieurs mesures, au nombre desquelles les avancements indiciaires des fonctionnaires en 2015. 3 syndicats réagissent à cette annonce, notamment le COSIMEFSI, la coordination des syndicats du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, la centrale syndicale Humanisme et la Confédération ivoirienne des syndicats libres à dignité. Les responsables de ces structures sont au micro de Maïsako. Quand il y a l'équité, au niveau de l'émulation, il y a, j'allais dire, une grande motivation pour tous, puisque nous sommes en situation d'impartialité. Donc cette mesure, au-delà d'être une mesure qui apporte le progrès social, elle est aussi une mesure qui apporte l'équité et qui permet à tous de se sentir égaux devant le traitement. Effectivement, cette année, certains ont vu leur salaire débloqué quand d'autres patientaient, surtout pour les promesses faites les années passées. Et puis cette année, le gouvernement a décidé de rattraper tout cela. Et donc nous pensons que c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle que le budget 2015 ait pris en compte cela, parce que c'est une revendication forte des différents syndicats qui ont lutté depuis 1988. C'est une décision à saluer, mais c'est quand elle va s'appliquer que nous, dignités et l'ensemble de nos militants, surtout de la fonction publique, nous allons applaudir la décision. C'est la rentrée académique à l'université des Lagunes. L'établissement est situé à la Riviera Bonhomin, ici dans la commune de Cocody.
Au cours d'une cérémonie qui a marqué la rentrée solennelle de l'Institut hier, une leçon inaugurale a été dite sur la révolution du numérique dans l'enseignement supérieur. Grace Kando, Marie-Laure Ngouran. L'Université des Lagunes de Bonoumé, dans la commune de Cocody, effectue sa rentrée solennelle 2014-2015. Rentrée marquée par une leçon inaugurale sur la révolution du numérique dans l'enseignement supérieur. Le numérique va dominer le monde et il y aura ceux qui, c'est un peu comme la lecture, ceux qui savent lire et écrire et ceux qui ne savent pas lire et écrire. Alors les risques, il faut faire quand même attention parce que c'est très très nouveau et comme dans toutes les technologies nouvelles, il y a des précautions à prendre. En particulier des précautions sur les données personnelles pour que des gens ne puissent pas usurper l'identité des uns et des autres. Cette rentrée académique est placée sous le signe de l'excellence. Notre université existe depuis quelques années déjà et elle a acquis quelques lettres de noblesse, donc il s'agit de consolider cela, notamment la rigueur, la profondeur des enseignements et la formation intégrale des étudiants. Pour entamer l'année académique, les étudiants ont été exhortés au travail bien fait et à la discipline. Ces étudiants sont dans un temple du savoir-faire et du savoir-être. Au-delà des connaissances qu'ils vont recevoir ici, notre souhait serait qu'ils soient des hommes et des femmes de grandes compétences. L'Université des Lagunes de Bonoumé encourage la culture de l'excellence. Les meilleurs étudiants de l'année précédente ont été primés. Ils ont reçu des bourses d'études. L'enseignement supérieur et la formation en santé à l'ère du numérique, la question est au cœur d'un atelier sous-régional ici à Abidjan. La rencontre de 72 heures devrait permettre de jeter les bases d'une véritable politique sous-régionale de pédagogie numérique. Grace Kando. Dans un contexte de réforme de l'enseignement supérieur, de renforcement des ressources humaines et d'infrastructures d'accueil, les universités africaines, à l'instar de toutes les universités du monde, se sont engagées à intégrer les technologies de l'information et de la communication dans leur système d'enseignement. L'université Félix Houphouët-Boigny épouse l'ère du numérique. Un séminaire sous-régional autour du thème l'enseignement supérieur et les formations en santé à l'ère du numérique est donc organisé. Il s'agit de voir comment on peut passer des approches pédagogiques traditionnelles à la pédagogie numérique qui va permettre de réduire le temps présentiel, c'est-à-dire les temps dans les amphis, et en mettant donc les cours en ligne. L'objectif, c'est de mutualiser l'ensemble des enseignants et de leurs ressources pour mettre à disposition des étudiants, notamment il n'y a plus de travaux pratiques, faire par exemple grâce au numérique des travaux pratiques virtuels. Ce séminaire qui dure 3 jours sera l'occasion de mettre en place un plan de formation à l'utilisation des outils numériques. Ce séminaire est une aubaine pour l'enseignement supérieur et particulièrement pour les sciences de la santé, eu égard à la position du ministre Nyamia Konan qui est de faire de l'enseignement supérieur à distance son credo. La pédagogie numérique, pilier essentiel du processus de mise en œuvre de la réforme LMD, licence master doctorat, dans laquelle sont engagées toutes les universités de la sous-région. L'actualité sanitaire, c'est aussi ces cadres supérieurs de la santé qui se mobilisent pour barrer le chemin de la Côte d'Ivoire à Ebola. De nombreux volontaires entendent accompagner l'État dans la prévention contre la maladie. Godefroy Okambawa, Broléon. L'épidémie à virus Ebola continue de sévir en Afrique de l'Ouest, mais la Côte d'Ivoire n'a encore enregistré aucun cas. Ceci grâce certainement au plan de lutte contre la maladie mis en place par le gouvernement. C'est justement pour renforcer ce plan en matière de ressources humaines que se tient cette rencontre entre les cadres supérieurs de la santé et la tutelle. Ces cadres de la santé se portent volontaires pour appuyer les efforts du gouvernement. Les cadres supérieurs de la santé qui sont formés en Côte d'Ivoire sont à la disposition de la population. La population peut compter sur nous, l'État de Côte d'Ivoire peut compter sur nous, nos parents peuvent compter sur nous. C'est lorsqu'on va au contact que nous devenons forts en médecine. En médecine, si tu n'as pas vu, tu ne peux pas faire. C'est la pratique qui rend fort. Nous avons eu l'annonce par nos services que des jeunes médecins avaient décidé de venir nous accompagner dans cette lutte. Ce sont des jeunes médecins qui n'ont pas été recrutés
par la fonction publique. Malgré cela, ils se sont dit qu'ils pouvaient se mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé. Nous avons vraiment apprécié et nous avons demandé à les rencontrer aujourd'hui et ils nous ont pu de vive voix nous dire qu'ils se mettaient à la disposition de leur ministère de tutelle, mais plus qu'ils étaient même prêts, si nous le souhaitions, à aller sur le terrain, à aller appuyer les pays affectés. Ces cadres supérieurs de la santé volontaires contre l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire sont au total 395. Ils vont recevoir du gouvernement et des partenaires techniques la formation adéquate pour faire face aux éventuels cas de virus Ebola, virus qui a déjà fait près de 4000 morts depuis mars 2014. Dans un autre registre, le Conseil national de sécurité a échangé avec les maires du district d'Abidjan dans la ligne de mire, la réforme du secteur de la sécurité RSS. Il s'agit pour le Conseil national de la sécurité de faire comprendre ce processus aux maires afin de susciter leur adhésion pour le bien-être des populations. Mamadou Kouassi. De 3,8 en 2011, l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est passé à 1,18 aujourd'hui, chose qui confirme le retour de la sécurité à Abidjan et sur l'ensemble du territoire national. Cette situation est le fruit de nombreuses initiatives prises par les chefs de l'État et son gouvernement. La principale étant la réforme du secteur de la sécurité à travers le Conseil national de la sécurité. Par le passé, la sécurité, c'était uniquement la protection de l'État contre les agressions extérieures, les arrestations des auteurs de crimes et tout ça. C'était vraiment une sécurité répressive, on va dire. Mais avec toutes les crises auxquelles on a été confrontés, le chef de l'État s'est rendu compte qu'il fallait repenser donc cette façon de concevoir la sécurité et introduire donc un nouveau concept qui est la sécurité humaine. La sécurité humaine prend en compte plusieurs volets, notamment la santé, l'emploi, la formation et l'éducation. Dans la mise en œuvre de ce projet, le Conseil national de la sécurité met l'accent sur les collectivités territoriales à travers la création des comités locaux de sécurité. Un atelier de formation est organisé pour faire comprendre aux maires du district d'Abidjan leur rôle dans cette réforme. Abobo se réjouit de cette réforme, puisque Abobo va s'engager dans cette réforme. D'autant plus que c'est une réforme qui vient après nommer pour que nos populations aient plus de quiétude. Il n'y a de développement que d'hommes. Et c'est pour cela que nous allons faire en sorte d'asseoir ce nouveau concept né de la réforme du secteur de la sécurité. Nous approprier donc tous ces éléments. Au cours de cette session de formation, du matériel de sensibilisation à la fièvre à virus Ebola et d'hygiène a été remis aux participants. Le mouvement des maires pour l'émergence 2020 salue le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, et dit adhérer pleinement à son message appelant à soutenir la candidature unique du président Ouattara au sein de l'Alliance RHDP à la prochaine présidentielle. Les élus locaux ont à cet effet affirmé leur engagement à tout mettre en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le mouvement des maires pour l'émergence 2020 salue l'appel de Daoukro. Au cours de cette cérémonie, les élus locaux ont tenu à traduire leur reconnaissance au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, qui a appelé à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Pour eux, cet appel est le gage de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. L'appel de Daoukro se veut pour nous une boussole pour les Ivoiriens. Il faut privilégier la Côte d'Ivoire. On voit en l'auteur de l'appel un patriote, au sens noble du terme. Pour le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Kafana Koné, l'appel du président du PDCI RDA est à saluer. Cet appel est venu donc pour annoncer à chacun, à chacune, que l'avenir de la Côte d'Ivoire, au regard du travail que le président de la République est en train de faire, est promoteur. La Côte d'Ivoire est en train de prendre sa place au sein des nations. Autre défi à relever pour ces élus locaux, faire élire le président Alassane Ouattara avec un score de plus de 70% des voix. Le mouvement des maires pour l'émergence 2020 comprend les maires issus du PDCI RDA, du RDA, de l'UDPCI et des indépendants.
Un mot de culture avec le styliste, créateur ivoirien Gilles Touré qui célèbre à ses 20 ans de carrière. Annonce faite lors d'une conférence de presse vendredi au plateau en présence de partenaires et acteurs de la mode. L'événement, sous le concept féerie, sera marqué le 8 novembre prochain, notamment par une soirée spectacle. Chantal Ouma Akanda. Donc c'est un bustier qui a été monté avec des coupures de presse, des titres de presse. C'est un avant-goût de ce que sera le spectacle de Gilles Touré le 8 novembre prochain à Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Féerie, 20 ans de mode. C'est le nom donné à ce spectacle que le styliste créateur annonce grandiose, coloré et féerique. Ce jour-là, Gilles Touré compte faire découvrir une nouvelle dimension de son génie créateur. L'homme va proposer au public sa collection. Une collection à la fois glamour et originale, qui résume les 20 années de sa passion dans l'univers de la mode et de la haute couture. Oui, chers amis journalistes, vous êtes mes compagnons les plus fidèles depuis 20 ans. 20 ans de carrière de mode, et c'est avec vous que cela a été bâti. Vos plumes critiques et enchantées ont guidé mes premiers pas pour être le créateur que je suis aujourd'hui. Déjà, Gilles Touré se prépare activement. Un casting géant a été organisé pour le spectacle du 8 novembre prochain. Un rendez-vous de lumière. Des experts réfléchissent aux stratégies de conservation et de gestion des villes désignées patrimoines mondiaux. La réhabilitation des maisons coloniales dans ces villes et leur conservation ont été au centre de réflexion menée par ces experts qui veulent faire de ces cités historiques un levier du tourisme en Afrique. C'est ce que nous dit Doigt des Laser. Voici le visage du prestigieux palais de justice des années coloniales à Grand Bassam. Un bâtiment de 2 niveaux tombé en ruine depuis plusieurs années. Et pourtant, depuis 2012, la ville de Grand Bassam a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à ses infrastructures coloniales et de son statut de ville historique des années d'avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est le cœur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire et pour lesquelles bientôt d'ailleurs nous allons donc lancer un appel à partenariat et à sponsoring à toutes les entreprises citoyennes. Plus de 300 bâtiments coloniaux du quartier France de Grand Bassam sont en état de dégradation avancée. Une préoccupation pour les décideurs et professionnels des villes patrimoine mondial des pays de l'Afrique francophone. Cet atelier se consacre à l'élaboration des stratégies en vue de la réhabilitation et de la conservation des villes patrimoine mondial de l'UNESCO en Afrique de l'Ouest. En restaurant le patrimoine culturel de Bassam, on prépare l'avenir de Bassam. Et si Bassam est bien préparé, Bassam sera une ville attrayante dont la richesse va résider non seulement dans les capacités de ses fils et filles à assurer sa promotion, mais surtout dans ses capacités à offrir aux touristes ce qu'il y a de mieux. Après la ville de Niki au Bénin en 2013, c'est le tour de Grand Bassam cette année d'abriter cet atelier de réflexion. Du 7 au 11 octobre, les professionnels des villes patrimoine mondial vont de concert mettre en place un plan stratégique de gestion durable et de développement socio-économique pour la conservation des villes patrimoine mondial des pays francophones. Pour terminer, le reste de l'actualité africaine marquée par le président kenyan Uhuru Kenyatta qui est en route pour la Cour pénale internationale à La Haye. Il entend répondre à la convocation de la CPI pour une audience sur un éventuel nouveau report de son procès pour crime contre l'humanité. Uhuru Kenyatta sera le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la CPI. Reportage. Casquette sur la tête, Uhuru Kenyatta a quitté Nairobi direction La Haye. Le président kényan doit comparaître demain mercredi devant la Cour pénale internationale. C'est le premier président en exercice à le faire. Il est inculpé de crimes contre l'humanité pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de 2007. Avant de partir, il s'est exprimé devant les députés.
J'ai coopéré avec le procureur pour aider à établir la vérité à tous les moments importants. Malheureusement, des accusations infondées et non prouvées sont toujours à l'ordre du jour. Mercredi à La Haye, il s'agira de décider si le procès est reporté une nouvelle fois, comme il l'a déjà été à plusieurs reprises en raison de la rétractation de témoins. Intimidation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.